Et donc on a parlé beaucoup de numérique depuis le début. On en a parlé dans la première partie sur l'évolution de la profession, forcément, parce que l'évolution techno est un vrai facteur de changement. On vient d'en parler là aussi, le rôle des réseaux sociaux dans la communication. L'impact, on a beaucoup parlé de compétences aussi, malgré tout, même si j'essayais de limiter au maximum. On a beaucoup parlé de compétences, mais il fallait en parler. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour discuter de la façon dont le numérique influe sur les compétences? Et je voudrais qu'on parle à la fois des compétences futures, c'est-à-dire les nouveaux recrutements, on peut peut-être parler de data controller, est-ce qu'il faut en recruter ou pas, ce genre de sujet, mais aussi peut-être avoir un message pour les personnes qui sont en cabinet aujourd'hui, qui voient le métier changer, qui ont peut-être fait des études il y a 20 ans ou 30 ans, quel message on a pour ces gens-là? Là, pour parler de ce sujet, on va peut-être démarrer encore une fois avec toi, Julie, mais encore une fois pour la même raison, pour avoir la vision la plus fraîche possible des études et concrètement que tu nous fasses ton retour d'expérience. Comment ça se passe actuellement quand tu fais tes études? Comment on te parle de numérique dans la filière de l'expertise comptable? Alors déjà, le numérique, c'est très limité en termes de matière, que ce soit au DCG, c'est une matière sur 13 et au DSCG, une matière sur 7 du coup. Donc je pense que le numérique devrait prendre une place plus importante. Et c'est surtout que quand on voit par exemple qu'en DCG, en fait, on fait du Excel sur papier, ça fait quand même ça, je pense peur. D'insister peut-être là-dessus. Ouais, c'est assez symptomatique. Alors certes, Excel, je pense que c'est entre guillemets le logiciel que dans tous les cas on utilise, peu importe où on est. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça sur papier et de demander est-ce que la formule soit correcte du premier coup? Est-ce que c'est grave si on a oublié une parenthèse? Est-ce que peut-être que l'objectif c'est pas plutôt de peut-être se tromper, mais savoir corriger la formule? Enfin, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ça. Et puis maintenant, Excel, c'est une partie du travail. Nous, en tout cas, en DCG, je sais qu'en BTS, c'est un peu plus professionnalisant, où on voit plus des logiciels comptables. Mais en DCG, par exemple, alors c'est une volonté aussi peut-être, parce qu'il faudrait mettre un éditeur plus en avant qu'un autre, mais on ne travaille pas, enfin, on ne sait pas ce que c'est de travailler sur un logiciel comptable. Et maintenant, aujourd'hui, on parle aussi peut-être que Tony en parlera, de no-code, de Power BI, de data visualisation, etc. Se limiter à du Excel pendant les études, c'est assez restrictif et ça ne reflète pas les attentes du métier, je pense. Ouais. Donc le numérique qui est vu déjà comme une matière à part. Enfin, c'est pas saupoudré sur tout l'enseignement, c'est un sujet et qui est avec une vision assez... Ouais, bah c'est vrai que ce serait peut-être intéressant du coup pour le coup de peut-être garder une matière qui est spécialisée là-dedans, mais peut-être, je sais pas, quand on fait de l'évaluation d'entreprise, quand on fait des écritures comptables, les écritures comptables, peut-être pas de les passer sur papier, mais de les passer dans un vrai logiciel et de comprendre l'impact que ça a sur des comptes. Je pense que c'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant plutôt que de rester sur papier ou même d'avoir des calculatrices interdites, alors que dans la vraie vie, moi personnellement, j'utilise que très rarement la calculatrice, puisqu'on a Excel, je veux dire, c'est pas des pratiques qu'on a dans la réalité. Donc, est-ce qu'on nous forme vraiment au métier? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Ok, bon, c'est très intéressant sur la première partie, et peut-être Cyril, là-dessus et même sur la suite, après si tu veux... Sur ça déjà. Ouais, on va voir, on fait ça, après on va... tu verras si s'il reste du temps. Non, c'est vrai, je suis allé trop vite. Installez-vous, prenez des popcorns, c'est parti. C'est parti. Non, je rebondis rapidement, parce que j'ai été prof en DCG, je suis encore en DSCG, notamment sur ces fameuses matières, et notamment le management des systèmes d'information, où tu dis que c'est la matière du numérique, mais en vérité... on ne traite pas vraiment du numérique, on traite plutôt de la sécurisation, on parle des architectures, on parle de comment faire un audit SI, etc. Enfin, je ne veux pas refaire tout le programme du DSCG, mais en gros, c'est ça. Et je suis complètement d'accord avec toi que, oui, évidemment, c'est la matière où on parle le plus du numérique. Et on ne voit pas d'ordinateur. Il n'y a pas forcément d'ordinateur. Et en même temps, c'est logique, parce que c'est plus de comment manager justement un système. Et le système d'information, ce n'est pas du numérique, c'est qu'une petite partie du système d'information. Mais en même temps, comme tu dis, c'est que finalement, c'est la matière numérique. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup d'autres trucs qui sont abordés dans le management ici. Et je suis complètement d'accord avec toi que quand on parle de fusion, il faudrait qu'on parle du numérique. Quand on parle d'évaluation de société, qui est un super exemple, il faudrait parler du numérique. Quand on parle de résistance au changement, il faudrait parler du numérique, etc., etc. Donc en fait, il faudrait que le numérique il soit partout, dans absolument toutes les matières, et pas bêtement arrêté à l'UE5, management ici,
qui, en vrai, n'est pas que une matière numérique, loin de là, parce qu'il y a plein de compétences, et notamment, je parle de l'audit du système d'information, qui est une super mission après, quand on est expert comptable ou commissaire aux comptes, qu'on peut clairement faire, et qui est beaucoup plus que du numérique, parce qu'on parle aussi des hommes, des process, du contrôle interne, etc. etc. Donc je suis complètement d'accord avec toi, juste pour plus soyer ce truc-là, que le numérique, en fait, ça devrait être dans les 7 matières du DSCG et pas arrêté à l'UE5, quoi. Est-ce que tu peux, tant que tu es Allez, tant que là-dessus, allons-y, sur l'impact du numérique sur la grille des compétences, sur la façon dont ça a fait évoluer les profils en cabinet, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Ouais, alors je vais te parler de mon expérience perso. Mon expérience perso dans mon cabinet, je me suis rendu compte, moi j'ai créé en 2013. Et en 2013, quand j'ai créé, j'étais 100% digital déjà. Alors bon, j'utilisais ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on recevait 0 feuille, 0 papier, 0 machin en 2013 à l'époque. On était déjà 100% digitalisé. Et au fur et à mesure du temps, donc il est arrivé les plateformes collaboratives, le RGPD, qui a été quand même une vraie chance quelque part, parce que ça a obligé les éditeurs à se conformer aussi à tous ces éléments-là. Et là, je me suis rendu compte que dans la pyramide, eh bien, ce que faisait un bac pro, eh bien, le bac pro fait le travail du bac plus 2, le bac plus 2 fait le travail du bac plus 3, le bac plus 3 du bac plus 5, le bac plus 5 quasiment de l'expert comptable, et puis l'expert comptable, il part en vacances. Enfin non, ça, du coup, c'est juste la dernière partie qui marche pas. Mais du coup, toutes les compétences, finalement, montent d'un cran. Mais grâce au numérique, parce que finalement, avec l'automatisation, et on n'est plus en train de produire, mais de contrôler, et bien ce truc-là, finalement, quelqu'un qui, à la base, était censé produire, il n'y arrivait pas forcément, c'est le robot qui le fait, et donc il est obligé de le contrôler. Et donc, du coup, il y a cette montée de gamme et cette montée de compétences qui marche, justement, grâce au numérique. Et je rebondis aussi sur le côté de il faut se former, il faut continuer à se former. Moi, c'est un message qui est hyper important pour moi et que je véhicule à fond auprès de mes équipes, c'est la notion de double compétence. Si, et tu en parlais tout à l'heure Anthony, c'est si le digital vous intéresse, si les outils vous intéressent, si la data vis vous intéresse, eh bien formez-vous, allez regarder des MOOC, allez regarder des formations en ligne, allez regarder des tutos sur YouTube, il y a du contenu gratuit qui existe. Alors pas que, il y a du contenu aussi, parfois il faut quand même mettre un petit billet pour se former sur des sujets, mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Ça vaut le coup de payer 100 balles pour une formation de très haute qualité, clairement. Et puis avec le CPF, quand on est salarié, alors c'est encore mieux. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à développer ce que j'appelle les doubles compétences. Et ça, c'est dès le moment où on est étudiant. Et j'ai envie de dire, les étudiants d'aujourd'hui, là, les étudiants de 2022, ils ont quelque part de la chance d'avoir des représentants. Des représentants comme toi, Julie, des représentants comme Nathan, des représentants qu'on voit au quotidien et qui représentent les étudiants de la comptabilité. Moi, ce que j'avais pas à l'époque, parce qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Alors, on avait compte online déjà. Je fais partie des premiers. Je fais partie des premiers adhérents qui a avoir créé son code en 2003. Tu vois, je me suis un peu là. J'étais un des premiers. Déjà sur le web. Et déjà sur le Minitel, quoi. Exactement, à l'époque. sur le Minitel, c'était là sur compte online et tout. 3615 compte online. Mais du coup, il y a la chance en 2022 d'avoir ces représentants-là. Et ces représentants, ils disent quoi? Mais dis voilà, intéressez-vous à ci, formez-vous à ça, regardez ci, regardez ça. Mais c'est juste génial. Et un étudiant aujourd'hui, en 2022, eh bien, il peut tout à fait créer son auto-entreprise. C'est quand même un format ultra simple. Et quand on est étudiant, on crée sa micro, on crée son business ou on crée sa petite asso si on n'a pas envie de le rendre rentable, etc. On fait une petite association derrière. Et ça, mais il y a un développement hyper important en 2022 qui vient grâce justement à ces compétences qui augmentent. Avant, on se disait, oui, il faut attendre d'avoir son master ou son je sais pas quoi pour imaginer monter un truc. Non, aujourd'hui, tu es en première année de DCG, tu as une super idée, monte ta boîte. Monte ta boîte, ton asso, ta micro, peu importe, on s'en fout de la forme. De quoi? Essaye, teste. Mais essaye, mais c'est clair. Ouais. Et c'est clair. Et moi, je le vois aujourd'hui dans mes clients. Dans l'e-commerce, évidemment. C'est l'étudiant qui voit son truc qui explose. Ah merde, au secours, faut créer une société. Bon, ouais, ok, on va t'aider, t'inquiète pas. On voit bien qu'on a changé d'étage, mais on y va et on crée le truc. Et tout ça, c'est grâce au numérique. Parce que le numérique fait monter en compétences beaucoup plus vite et beaucoup plus fort
à des niveaux où peut-être avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, bon, on n'avait pas forcément accès, quoi. Ok, donc pas d'inquiétude pour les gens qui sont en cabinet, Ah, mais de leur dire que même s'ils sont dans un cabinet où malheureusement on les aide pas à saisir ces outils, il y a des possibilités de se former, Mais clairement. gratuites ou quasi gratuites, mais et carrément. facilement accessibles. Mais Ouais, carrément. ok. C'est clair que à tous les étudiants, déjà qui n'ont pas encore d'employeur, ou des personnes qui sont salariées des cabinets ou des entreprises ou peu importe où, il y a des modèles de formation qui existent. Et donc, si ça vous intéresse, on y va. On entend, même on voit, hein, même à la télévision, hein, des formations sur plein de choses. On y a accès grâce au CPF, etc. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et cette compétence-là, tôt ou tard, elle sera valorisée. Dans le cabinet où on est, ou pas, ou ailleurs, clairement, il y aura forcément des gens qui seront intéressés par cette double compétence-là qui est hyper intéressante. Juste pour donner une piste, du coup, il y a notamment les webinaires de l'annexe et du CJEC qui proposent, par exemple, de se former au Python, à Power BI. Alors moi, c'est pas forcément des webinaires que je fais dans ma région, mais il faut savoir que quand on est adhérent annexe, par exemple, on peut avoir accès aux webinaires de toutes les régions, donc notamment de Île-de-France, qui sont pas mal développés et qui font justement des webinaires sur ce sujet-là. Donc je vous invite à potentiellement à y participer, parce que c'est vrai que c'est formateur et puis potentiellement ça peut découler après sur un sujet de mémoire, donc faut pas hésiter. Moi, j'y ai participé, hein, pour info. En tant qu'expert comptable, hein, du coup. Et tant qu'on est sur les solutions et l'offre de formation, Anthony, est-ce que tu peux nous parler peut-être en particulier d'une formation que tu as suivie là, et en quoi ça t'a, toi, aidé dans ton exercice? Je l'ai pas suivi. Ah, que tu ne l'as pas suivi? Tu parles du wagon? Oui. Non, je l'ai pas suivi. Ah oui, non, t'as pas pu la suivre? Ok. Non, je l'ai pas suivi. Mais Donc ça fait partie des... De... Plus globalement, en fait, T'as envie de suivre, c'est un... si tu veux voilà. nous dire. C'est un partenariat. Non, c'est un partenariat qui a été lancé entre lors des experts comptables de Paris et le Wagon. Donc le Wagon, qui est une école de code. Et justement, en fait, si on fait juste ce constat-là, de se rendre compte qu'aujourd'hui, les mentalités changent. Pour qu'il y ait un partenariat qui soit fait entre l'Ordre des experts comptables de Paris et le Wagon, c'est qu'il y a bien une prise de connaissance, je pense, des deux côtés, de l'intérêt de développer ces compétences en IT, en data visualisation, en automatisation. Et donc, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel les experts comptables doivent se former. En tout cas, ceux qui veulent développer ce type de mission aujourd'hui, voilà. Peut-être que quand on était dans un cursus DCG, DSCG, il n'y avait pas ce type de formation qui existait. Aujourd'hui, ça existe. Donc, à nous de s'emparer un peu de ces sujets-là et de se former quand on peut avec ce type de formation. Donc, compléter sa formation initiale. Exactement. Après, voilà, ça, c'est une formation qui existe. Il y en a qui arrivent à se former de manière totalement autodidacte, sans forcément, ou alors avec d'autres contenus, d'autres formations. Mais voilà, c'est une parmi d'autres parce que là, ça a été un partenariat qui a été lancé. Mais après, plus globalement, je pense que on parle assez souvent en fait des hard skills pour parler des compétences techniques. Et nous, les experts comptables, on a des vraies compétences techniques acquises dès notre plus jeune âge. On parle aussi de plus en plus aujourd'hui, et c'est tant mieux, des soft skills pour parler un peu du savoir-être, de parler de compétences relationnelles, mais je trouve que y a un sujet aujourd'hui qui est pour moi la troisième composante, c'est les IT skills. Aujourd'hui, en fait, on peut plus dissocier on peut plus en fait ne pas se former sur des compétences techniques liées vraiment à l'utilisation des outils et liées à l'utilisation en fait de tout l'environnement informatique. Voilà. Aujourd'hui, c'est primordial dans notre métier. C'est ce qu'attendent en tout cas une grosse partie de nos clients, qu'on les accompagne sur les sujets de la digitalisation. Donc c'est à nous aussi d'être bons et de nous former en fait sur ces sujets-là. Y compris les collaborateurs, tout le monde en fait au sein de la profession. Il faut pas qu'on attende, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il y ait des data scientists et des profils IT, il y aura peut-être ça. Surtout pas. Mais chacun a sa responsabilité. Exactement. En fait, chacun a sa responsabilité. Aujourd'hui, dans un cabinet, peu importe à quel niveau on est en relation avec le client. Chacun au cabinet est capable de détecter un besoin de la part du client où la digitalisation va lui faciliter la vie. Si je te prends un logiciel de facturation, par exemple, parfois il y a des clients qui n'ont pas encore le logiciel de facturation, qui l'utilisent pas à bon escient, qui nous envoient des fichiers Excel, qui savent pas envoyer par mail la facture, qui vont pas connecter la facture avec un système de récupération du paiement automatiquement. Enfin bref. Et en fait, au cabinet, chacun, en étant en contact avec le client, en étant à l'écoute des besoins, en connaissant l'organisation du client, est capable d'être force de proposition sur une partie outil.
Et également, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il faut, sur ce profil IT, il faut avoir la compréhension de quel outil va venir s'interconnecter avec lequel pour être force de proposition, parce que l'outil tout en un, je pense pas que ça existe un jour. Par contre, il va y avoir plein d'outils spécialisés et qui communiquent entre eux en grande partie grâce à des API. Et il est ultra important, à mon sens, aujourd'hui en cabinet, que tout le monde soit capable de comprendre comment ça fonctionne, qui s'interconnecte avec qui, et être en veille constante pour être force de proposition, tant au niveau du cabinet en interne que pour les clients. Et ça, c'est une vraie culture qui doit se passer, et c'est une culture qui peut se passer auprès de tout le monde, que ça fasse, qu'on commence dans les études, ou alors que ça fasse 20 ou 30 ans qu'on est en cabinet. C'est vachement important d'être capable d'avoir cette dynamique digitale, parce que ça y est, enfin, en vrai, on parle de digitalisation, mais c'est fait. Je veux dire, on reviendra plus en arrière. Il n'y a pas de sujet. Par contre, maintenant, le rôle, il est de dire comment on trouve le meilleur moyen d'optimiser. C'est ce que tu fais aussi en grande partie. C'est super important. C'est indispensable, quoi. Donc, ce qu'a fait le numérique, c'est déjà de faire cette montée en gamme que tu décrivais, Cyril. Mais c'est que maintenant, les profils doivent être complètement hybrides entre compétences techniques, qui restent indispensables, compétences IT et soft skills. Je pense que nos clients, ils n'entendent pas de nous uniquement des compétences en compta, en finance, en social, en fiscal. Ils attendent de nous aussi qu'on puisse être force de proposition, qu'on puisse les conseiller sur un choix d'outils, sur des workflows, sur un certain nombre de sujets qui vont leur faire gagner du temps, leur faire gagner en efficacité, faire en sorte que ils limitent leurs risques face à la fraude. Enfin, il y a plein d'autres sujets derrière qui sont ouverts. Mais en tout cas, nos clients, je pense qu'aujourd'hui, l'expert comptable, c'est l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise sur beaucoup de sujets. Donc, à nous de garder cette place aussi en intégrant la dimension IT et pas en se faisant ubérisé ou un autre terme, peu importe, par d'autres professions qui arriveraient sur ce créneau-là. Je pense qu'on a un vrai sujet parce que la donnée comptable, c'est nous qui l'avons, c'est nous qui la maîtrisons. À nous de créer en fait tout le cheminement qui va autour pour sécuriser tout l'ensemble de l'information. De la chaîne, ok, d'accord, très intéressant. Sur les soft skills, là, ce que tu disais, c'est qu'il faut aussi une partie écoute du client, détection du besoin, qui paraît indispensable aujourd'hui. Ouais, alors, évidemment, l'écoute, c'est un métier de service. Si on n'écoute pas les personnes avec qui on travaille, il y a un problème. Hein. Écoute, d'ailleurs, d'un point de vue managérial, tant en interne qu'en externe. Hein. C'est-à-dire qu'on doit poser des questions à ses clients, on doit les écouter, et on doit poser des questions à ses équipes, et on doit les écouter. Parce que, mine de rien, on est tous dans nos quotidiens, et on n'est pas tous toujours très connectés. Donc, il y a cet aspect vraiment soft skills, si tu veux. Mais après, il y a cet aspect force de proposition, quoi, détection, c'est-à-dire que ton client qui fait quelque chose comme ça depuis X années et qui pourrait être amélioré parce que toi tu l'as vu soit chez d'autres clients, soit parce que en interne au cabinet tu l'as testé parce qu'il y a vraiment cette notion de test qui est super importante, go, propose-le. Au fait, on peut faire ça comme ça et je pense que c'est ça l'effet waouh qui est en fait ton quotidien et ce que ton client vient chercher chez toi, quoi. C'est cette expertise de ce que tu peux voir soit chez toi, soit chez d'autres clients. Et comment lui, ça va pouvoir lui permettre de gagner du temps, de gagner en visibilité, de gagner en efficacité. Et là, tu apportes une vraie valeur. Et là, tu sors de la compta au sens compta pur et tu vas lui permettre de fiabiliser ses chiffres. Donc ouais, ça passe par... Et si tu veux un cas, moi j'ai cette appétence, mais je le teste et je demande à tout le monde dans mes sociétés de tester plein d'outils et on se fait une review par mois. C'est sûr que ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps. Mais c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait... C'est l'innovation, c'est la base en fait d'une entreprise. C'est quand tu innoves que tu arrives à continuer de te développer, etc. Aujourd'hui, le métier d'expert comptable, c'est un métier dans lequel il y a une innovation technologique qui est pas faite par les cabinets, qui est faite par des éditeurs. Donc cette partie, il y a certains cabinets qui innovent, attention, c'est pas ce que j'y mets sur la partie tech, mais la grosse partie d'innovation technologique, elle demande énormément de ressources, donc elle est faite par des entreprises dont c'est le métier. Par contre, il y a aussi le sujet de l'innovation de service. Et ça, c'est à la portée de tous les cabinets d'être capables de mettre en place ce processus d'innovation de service et qui est indispensable. Si on reste à faire le métier comme on le faisait il y a 10 ans, dans 5 ans, il y a beaucoup de switch. Donc voilà, donc il y a cette partie innovation de service à apporter qui passe par la culture d'entreprise.